Un homme marche au milieu des vivants, mais tout ce qui l'intéresse, c'est le sang des morts. Approchez-vous et plongeons ensemble dans la psyché des tueurs en série. Ah, la Californie des années 70. C'est un peu la carte postale rêvée. Le soleil, les jolies filles, les muscle cars. La Silicon Valley, berceau des entreprises de haute technologie, se développe rapidement. La promesse d'un avenir moderne, des banlieues propres et un sentiment collectif que la vie ici est plus douce qu'ailleurs. Un état lumineux où la croissance et l'optimisme semblent garantir une certaine tranquillité. Dans ce cadre, Sacramento ne fait pas exception. Capitale administrative, mais avec l'âme d'une grande banlieue sereine. La ville vit dans une atmosphère rassurante. Des quartiers résidentiels calmes, un voisinage qui se fait confiance et des habitudes simples. Ce n'est pas une ville barricadée. Les portes restent ouvertes aux amis et aux voisins. Les crimes violents sont très rares. Pour la police, le quotidien est prévisible. Cette période correspond aussi à une profonde mutation du système de santé. Au niveau national, le système psychiatrique s'effondre. On ferme progressivement les hôpitaux pour long séjour. Des patients lourds sont libérés vers des structures communautaires. Mais les moyens et le suivi ne sont pas toujours à la hauteur. Des traitements sont stoppés net. Des individus profondément instables se retrouvent seuls, sans encadrement, sans surveillance. Certains de ces patients ne disparaissent pas. Ils dérivent. Les policiers ne le savent pas encore. Mais certains des dossiers qu'ils traitent auraient dû rester dans des hôpitaux fermés. Richard Trenton Chase naît en 1950. Son enfance est marquée par la violence, l'absence de cadre et l'isolement affectif. Dès l'âge de 10 ans, il montre des symptômes de sociopathie. La pyromanie et la cruauté envers les animaux en sont des symptômes. Il est perçu comme anormal, froid, déconnecté, inadapté. À l'adolescence, il s'enfonce dans l'alcool et les drogues. Puis viennent les délires. Il est convaincu que son corps est défectueux. Il se met des oranges sur la tête, croyant que la vitamine C serait absorbée par son cerveau. Il croit que son sang disparaît, que ses organes cessent de fonctionner. Il s'observe en permanence. Il scrute son corps. Il traque des signes de mort imminente. Convaincu que sa mère veut l'empoisonner, il fuit son domicile. Il s'installe alors avec des colocataires. Mais rapidement, son comportement devient alarmant. Ses colocataires se plaignent qu'il est constamment sous les effets de marijuana,
de LSD et d'alcool. Il barricade sa chambre, crée une issue clandestine, surveille chaque mouvement autour de lui. Il se déplace souvent nu dans l'appartement, sans gêne, sans conscience sociale ou morale. Ses colocataires partent, il reste seul. C'est là que tout bascule. Il commence à capturer et tuer des animaux. Il les éventre et parfois les dévore. Il est persuadé de se soigner. En 1975, il est interné après s'être injecté du sang de lapin dans les veines. À l'hôpital, le personnel constate qu'il consomme du sang d'oiseaux morts. L'équipe médicale le surnomme alors Dracula. Birds, killing them, drinking their blood, and that he would graduate to larger animals and eventually to people. Les médecins documentent ces délires. Il y a des discussions pour savoir si Chase était schizophrène ou si sa consommation de drogue avait entraîné une psychose. Après avoir subi une batterie de traitements à base de psychotropes, il est relâché en 1976, sans réel suivi. Sa mère décide seule qu'il n'a plus besoin de son traitement antipsychotique, partant du principe que cela avait fait de son fils un zombie. Chase replonge alors dans les drogues et les amphétamines accélèrent la chute. Les délires empirent et Richard Chase arrive à une certitude absolue. Le sang est la seule chose qui peut le maintenir en vie. Et désormais, plus rien ne l'arrête. Le 30 décembre 1977, Ambrose Griffin, 51 ans, ingénieur et père de 2 enfants, est dans son allée et décharge ses courses avec l'aide de sa femme. Un véhicule descend la rue. Le conducteur est Richard Chase. Il passe à son niveau, il s'arrête, il tire. 2 fois. 2 balles qui frapperont Ambrose à la poitrine. Aucun échange, aucune raison. La victime pousse un cri en se tournant vers la fenêtre de la cuisine où se trouve sa femme. Puis il s'effondre sur le trottoir. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. L'enquête conclut à un homicide isolé. Après ce meurtre, Chase est euphorique. Mais il en veut plus. Il veut être au plus près de l'action, jusqu'à sentir le corps de ses victimes. Il essaie 2 semaines plus tard d'entrer dans la maison d'une femme, mais renonce, les portes étant fermées. Le 23 janvier 1978, il se remet en chasse et, cette fois, trouve sa cible. Une maison qui se trouve non loin du quartier où il vit. La maison de David et Teresa Wallin. Teresa a 22 ans et elle est enceinte de 3 mois au moment des faits. Après que son mari soit parti travailler, elle se retrouve seule chez elle. La porte n'est pas verrouillée. Richard Chase entre. Son cœur s'emballe. Teresa le surprend et pousse un cri de terreur. Il tire. Elle s'effondre. En rentrant chez lui, son mari la cherche. Lorsqu'il trouve le corps, il pousse un cri bestial.
La police est appelée sur les lieux. Ce que les enquêteurs découvrent ensuite dépasse tout ce qu'ils ont vu jusque-là. Le corps porte les traces d'une violence extrême et désordonnée. Des blessures post-mortem ont été infligées. La victime est éventrée. Des organes ont été retirés. Ses reins gisent sur le lit de la chambre à coucher. Il y a aussi des actes de profanation terribles. La police retrouve également près du corps des empreintes de chaussures, ainsi qu'un pot de yaourt troué et un stylo à proximité. Le pot a servi à récolter le sang de la victime, pour mieux le boire. Une scène dominée par l'obsession et le délire. Ce n'est pas un crime organisé, c'est une décharge pathologique. Certains policiers quittent la pièce. D'autres restent figés devant ce carnage. Mais tous comprennent la même chose. Ils ne cherchent pas un criminel rationnel. Ils cherchent un individu dont l'esprit est totalement disloqué. Le 27 janvier 1978. Le même scénario macabre se répète. Une maison dans un quartier résidentiel. Celle d'Evelyn Miroth. Une porte ouverte. Richard Chase entre. Il abat Danny Meredith, un ami de la famille, avec une arme de calibre 22. Il vole son portefeuille et ses clés de voiture. Puis c'est le tour d'Evelyn Miroth, 38 ans, de son fils Jason, âgé de 6 ans, ainsi que le neveu de celle-ci, David Ferreira, âgé de 22 mois. Comme pour Teresa Wallin, il se livre à des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur le corps d'Evelyn Miroth. Une fillette de 6 ans qui avait rendez-vous avec Jason frappe à la porte. Elle surprend alors Chase, qui quitte la scène du crime en utilisant la voiture de Meredith et en emportant avec lui le corps de David. La fillette appelle un voisin qui alerte la police. En arrivant, la police s'aperçoit que Chase a laissé des empreintes parfaites de ses mains et de ses chaussures dans le sang d'Evelyn. Dans le même temps, Chase retourne chez lui. Une fois dans son antre, il décapite le petit David et boit son sang. Il dévore également plusieurs de ses organes internes. Il abandonne finalement le corps près d'une église qui se trouve à proximité. Pour les enquêteurs, c'est un point de non-retour. Sacramento comprend qu'un danger incontrôlable circule librement. Le FBI est appelé en renfort. Les profils convergent rapidement. Homme blanc, local, gravement malade, totalement désorganisé. Un détail revient sans cesse. Les portes. Elles ne sont jamais forcées. Chase dira plus tard qu'une porte fermée signifie qu'il n'est pas invité. Une porte ouverte est une invitation. Les autorités lancent un appel à témoins sur la base de ce profil. Une ancienne camarade de lycée de Chase, Nancy Holden, contacte la police. Elle dit avoir été approchée par l'homme dans une parka de ski orange, alors qu'elle était dans un magasin le jour du meurtre de Teresa Wallin. Magasin qui se trouve près du domicile de cette dernière. Elle a remarqué des taches de sang sur lui. Elle ne l'avait pas reconnu jusqu'à ce qu'il se présente à elle. Il l'a suivi jusqu'à son véhicule. Prise de panique, elle démarre alors qu'il essayait de déverrouiller la portière côté passager.
Après une recherche par les enquêteurs dans le fichier central, un certain Richard Trenton Chase avait été arrêté pour port d'armes en 1973. Un calibre 22 était enregistré à son nom. Il est également listé comme personne disparue par l'hôpital American River. Il n'en fallait pas plus aux enquêteurs. En février 1978, Richard Chase est arrêté. Il ne résiste pas, mais clame son innocence. Dans son appartement, les enquêteurs découvrent un environnement insalubre, chaotique, chargé de preuves accablantes. Un shaker contient du sang et des restes de tissus humains. Il y a des taches de sang partout. En fouillant son véhicule, il trouve un couteau de boucher et des bottes ensanglantées. Des bottes correspondant aux empreintes trouvées dans les maisons des victimes. D'autres couteaux volés dans la résidence des Wallin ont également été découverts. Le frigo contient des assiettes avec des morceaux de corps humain. Pour certains policiers, le soulagement est immédiat. Ils ont enfin attrapé le monstre. Pour d'autres, c'est la colère qui domine. Cet homme n'aurait jamais dû être en liberté. En 1979, le procès de Richard Trenton Chase pour 6 meurtres commence. La défense plaide coupable pour meurtre sans préméditation, se reposant sur la maladie mentale du tueur en série et le manque de planification des crimes. Au tribunal, Richard Chase est incohérent. Il parle de complot, de poison, d'ennemis imaginaires. Les experts psychiatriques s'affrontent. Puis le verdict tombe. Coupable. Sentence, la peine de mort. En prison, Chase accorda une série d'interviews à Robert Ressler, agent du FBI et profiler. Il lui confia ses peurs au sujet des nazis et des ovnis, disant qu'il était obligé de tuer pour survivre et que n'importe qui aurait fait de même. Il lui confie aussi que les officiels de la prison travaillaient en collaboration avec les nazis et essayaient de le tuer en empoisonnant sa nourriture. Pour les critiques, Chase faisait cela pour s'attirer la sympathie du public. Il voulait que sa maladie mentale soit prise en compte en appel et ainsi éviter la peine de mort. Le 26 décembre 1980, Richard Chase est retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie conclut à une overdose médicamenteuse. Pas d'exécution, pas de conclusion judiciaire. Un point final brutal. Le vampire de Sacramento. Un surnom. Un mythe médiatique. Mais derrière ce nom, des victimes innocentes. Un homme gravement malade. Et un système défaillant. Ce n'est pas seulement une histoire de crime, c'est une histoire d'abandon. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un tueur, c'est celle d'un échec collectif. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour vous, Richard Chase était-il un monstre ou un malade? En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Mais surtout, de barricader vos portes.